Alors arrêtons-nous peut-être sur la Grande Pyramide maintenant quand même, parce qu'il y a des découvertes récentes qui ont été faites avec notamment des couloirs, en tout cas des cavités dans la Grande Pyramide. Ouais, génial. Alors vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de ces découvertes du projet Scan Pyramide et puis qu'est-ce qu'elles disent finalement de la fonction de ces pyramides? Ah bah ça, elles disent plusieurs choses. D'abord, je trouve que c'est génial ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est pour ça que aussi ça montre que ils sont assez proches. En fait, pour le coup, là, ce film, il est très proche de notre démarche parce qu'on n'a pas vraiment fait appel aux archéologues, puisque ce n'était pas le propos. Dedans, on a plus fait appel à des labos, des techniciens, des ingénieurs, des plaques de muons, des nouvelles technologies. Et d'ailleurs, le seul archéologue qui est dedans, c'est Zahi Hawass, l'Égyptien, le docteur Zahi Hawass, qui vient dire « Non, mais la science n'a jamais rien permis de découvrir ». Enfin, il tient des propos dans ce film qui sont quand même assez surprenants, quoi. « Non, mais ça ne sert à rien, on ne découvrira rien, ne faites pas ça ». Ah, il s'est bien trompé. Donc maintenant, vraisemblablement, ce qui va se passer, c'est qu'il va récupérer la découverte pour lui, comme il l'a fait avec les fois précédentes, avec le robot des Allemands, la Gantenbrink, qui avait amené des petits robots pour fouiller les conduits et qui a eu le malheur de l'offrir à l'Égypte. Les conduits dits d'aération dans les grandes... Dans des tombes, évidemment, il y a toujours des conduits d'aération dans des tombes, c'est important, des ventilateurs aussi, puis des téléphones. Et donc du coup, dans cette exploration purement scientifique, avec les plaques de muons et tout ça, ça d'un seul coup révèle une cavité, je vais parler de celle qui est au-dessus de la chambre haute, donc qui est gigantesque, qui fait presque, parce que la grande galerie fait 50 mètres de long sur 2,50 mètres de large et sur 8,50 mètres de hauteur. Elle tourne encore bellement. Et donc on a un espace qui est quasiment aussi gros qui est au-dessus. Alors il y a deux choses. La première, c'est que cette pyramide est fouillée depuis qu'on la connaît, et avec plus ou moins de tact, on va dire, parce que les Anglais, ils ne sont pas allés de main morte. Hein. Sur Mykérinos, on voit que c'est éventré, là, à un moment, c'est parce qu'ils ont tiré au boulet de canon dessus. Dans la chambre haute, les conduits, ils les ont fait sauter à la baramine. Alors c'est du granit, hein, ils y sont allés, mais vraiment de toute leur force. Ils ont, autour de l'entrée de ces fameux canaux d'aération, ils ont fait sauter du granit énorme, ils ont cassé une tige à l'intérieur. Enfin, le coffre, il a été complètement défoncé. Le sol aussi, pareil, ils ont essayé d'ouvrir des choses. Enfin, c'est terrible ce qu'ils ont pu faire. Et malgré qu'on ait fouillé partout, personne n'avait jamais trouvé le début d'un endroit qui pouvait amener, parce qu'elle n'a pas vraiment de secret dans tout ce qui est possible d'observer. Maintenant, ça veut dire que c'est caché. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut aller mettre un petit robot dans des fentes pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ça. C'est pas accessible on voit pas, tiens, il y a un peu de terre, on creuse, on trouve un passage. Non, tout ça, ça a été exploré. Donc, ça veut dire que cet espace-là, il est caché, il n'était pas destiné, si tant est que le reste a été destiné à être visité, ce qui n'est pas normal. Si c'est une tombe, normalement, c'est scellé pour l'éternité. Mais d'ailleurs, c'est pas sûr que ce soit une tombe. Moi, je pense pas, mais bon, voilà. C'est aussi, on peut s'interroger, tiens, pourquoi avoir un espace aussi grand qui ne fasse pas partie de la structure interne? Enfin, il y a toutes sortes de choses, on peut trouver toutes sortes d'explications alambiquées, et dire que c'est le roi, c'est la volonté du roi, et donc on ne se pose pas de questions. Donc maintenant, ça montre qu'il y a des espaces et qu'on peut encore trouver des choses dans cette pyramide où on croyait quand même qu'on avait quasiment tout visité. Et la deuxième, c'est que ce qui est intéressant, c'est que ce trou, c'est pas un trou à l'intérieur, quoi. On n'a pas à un moment un trou, puis on a construit, donc on a fait un vide pour mettre moins de matière. Forcément, cette cavité, cet espace, il est maçonné. Parce que sinon, comment on referme au-dessus? Si on a un trou, il faut bien qu'on mette des linteaux, qu'on mette quelque chose et qu'on soit sûr que ça tombe. Et suffisamment pour que, sinon, ça va s'éventrer et les gravats, les blocs qui sont au-dessus, vont tomber à l'intérieur de ce trou parce qu'il est tellement grand. Si c'était comme en nid d'abeille, des petites structures, ok, mais là, c'est un espace qui est gigantesque. Donc ça doit avoir une fonction quelconque. Très probablement. En tout cas, c'est maçonné, c'est caché, c'est pas accessible par l'entrée numéro 1, on va dire, avec la structure interne telle qu'on la voit. Et là, si on va sur une tombe, chambre souterraine, chambre médiane, grande galerie et chambre haute, pour une seule personne, on a besoin juste d'une pièce, quoi.
Donc Jean-Pierre Houdin, dans son hypothèse de construction, cette théorie qu'il développe, il dit que la grande galerie serait une grue pour porter les blocs. Ok, ça paraît étonnant de faire un espace et une cavité, puis à la limite, on aurait pu la reboucher une fois que c'était terminé. Ça pourrait très bien pu avoir une fonction en cours de chantier, mais si on la laisse et qu'on la fait en encorbellement, ce qui est quand même relativement complexe, on a des blocs qui sont gigantesques et qui viennent en poussée de la paroi du bas, qui, elle, subit le plus de force, parce qu'on dit que, en fait, au-dessus de ces structures, on a des chevrons qui sont là pour répartir les forces. Or, on s'est fait confirmer par les ingénieurs structures que la forme pyramidale, c'est celle qui génère le moins de poussée au sol. Pourquoi ? Parce qu'un point se répartit en des millions de points. Alors qu'un gratte-ciel, quand on a un point ici, il est pile à la verticale. Donc tout le poids est dessus. Et là, ce n'est pas la même chose. Donc ça n'a pas d'utilité. Et surtout, pourquoi avoir des chevrons sur la chambre haute qui est la plus haute à l'intérieur de l'édifice, alors qu'on a la chambre médiane qui est encore plus basse, donc il y a encore plus de roches au-dessus d'elle, donc qui devrait avoir encore plus de chevrons, si c'était dans cette logique-là, pour supporter du poids. Or, elle en a moins. Est-ce que ça, c'est des questions qui sont explorées par des gens ? Est-ce qu'il y a des recherches qui sont effectuées sur tout ça ou... Je sais pas, écoute, j'ai pas l'impression. Là, quand on est dans cette grande galerie, on a 50 mètres de blocs de calcaire qui doivent faire à peu près 2 tonnes, je pense. Je dis ça au jugé. Hein. Donc 50 mètres de blocs inclinés à 26 degrés qui viennent en poussée sur la paroi du bas sur une structure qui est composée de feuilles, puisque c'est des lits de blocs. Okay, on a une couche, une deuxième couche, une troisième couche, et on en a comme ça 209 aujourd'hui qui composent la pyramide. À cet endroit-là où on a toute cette poussée qui vient, mais ça devrait s'éventrer, puisque c'est des feuilles, tout ça devrait être chassé vers l'extérieur. Là, c'est un tour de force d'avoir réussi ça, et ça montre avec quelle ingénierie ça a été fait. Et pareil, c'est une première fois, parce que les chambres en encorbellement qu'on trouve dans les pyramides précédentes, elles sont à l'horizontale, elles ne sont pas inclinées. Donc il n'y a pas en plus cette poussée-là qu'on observe dans cette pyramide. Et après, on peut spéculer sur le fait d'avoir autant d'espace. On a dit pendant très longtemps que la chambre souterraine ne convenait pas, donc on a fait la chambre médiane. La chambre médiane ne convient pas, donc on fait la chambre haute, comme si c'était une construction empirique et qu'on décide au gré du chantier. Mais ça, les ingénieurs disent, mais c'est impossible. C'est-à-dire qu'au vu de la complexité des chambres et de la structure... Tout est pensé dès le début, c'est-à-dire qu'avant même de poser la première pierre, on sait exactement ce qu'on va faire et comment on va le faire, comme les chambres de Barabar. L'autre exemple, c'est le couloir descendant. Le couloir descendant, il fait 100 mètres à peu près sur toute sa longueur, 70 mètres dans le plateau calcaire, et 30 mètres en partie maçonnée qui vient au-dessus. Là, c'est le couloir qui part en dessous. Qui part en dessous et qui va jusqu'à la chambre souterraine. Ce couloir-là, il y a toute une partie, il y a 70 mètres de couloir qui fait 1 mètre sur 1 mètre, à peu près. C'est 1,04 m sur 1,08 m, et qui descend comme ça. Donc la pente, elle est constante. 26 degrés 18, c'est constant. On n'a pas de différence de pente entre la partie creusée et la partie maçonnée. À partir du moment où on a creusé ce couloir, plus rien ne bougera. C'est-à-dire que comme la structure à l'intérieur, elle a une forme de symétrie dans son asymétrie, et qu'elle est mise en place et que, par exemple, la petite marche qu'on trouve à l'entrée de la chambre médiane est pile à l'aplomb vertical de l'endroit où ça repasse à l'horizontale à la fin du couloir descendant, qui sont des choses qui ça sert à rien. Hein. C'est un peu comme Vapillaka et Vadatika, avec le couloir qui est incliné et qui va taper à la perpendiculaire de l'autre chambre dans l'autre rocher, que personne ne peut voir, et que les scans 3D qui peuvent nous montrer ça, et qui sert a priori à rien, si ce n'est à montrer la capacité et la facilité qu'avaient ces constructeurs à assembler des choses et à savoir exactement ce qu'ils faisaient, à quel endroit ils le faisaient. Donc il y a toute une logique qui fait, et surtout les orientations, puisque cette pyramide est très précisément orientée sur le pôle géographique, avec une erreur de 3 minutes, ce qui est rien du tout. Cette orientation, elle est déterminée par le couloir qui est descendant et qui va là. Donc, une fois que le couloir a été creusé, c'est comme nos chambres de Barabar. C'est creusé, c'est creusé. On ne peut pas reboucher, non, c'est fini. Le couloir est fait et il conditionne tout le reste. Donc, quand on vient faire le couloir à cet endroit-là et qu'on le fait de cette manière-là, on sait exactement ce qui
ce qui va être mis derrière et comment ça va être mis. Et ce qui me permet d'être relativement affirmatif là-dessus, c'est que si on ne savait pas exactement, cette pyramide-là, elle ne serait pas en place aujourd'hui encore. Ça aurait été une construction qui serait écroulée avec le temps. C'est chef-d'œuvre d'ingénierie, et c'est pareil, c'est une première. Et pour revenir sur la tombe, comme ça a été évoqué tout à l'heure, ce serait la tombe du roi Khéops. Mais son père, Snéfrou, il en a eu 3 des pyramides. Il a terminé la pyramide de son père, donc il n'a pas eu sa propre pyramide. Et ensuite, il a fait 2 autres pyramides dans une durée de règne qui équivaut à peu près à la durée de règne de Khéops. Donc là, on n'est même plus sur 25 ou 30 ans pour faire une pyramide, ce qui paraît rigoureusement impossible. On est sur 25 ou 30 ans pour faire 3 pyramides. Enfin, terminer une et en faire 2 autres, 2 et demi. Et alors là, ça interroge sur les délais. C'est les pyramides qui font 200 mètres de côté. Et c'est les pyramides qui sont faites avec une ingénierie qui est extraordinaire. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne sait aujourd'hui encore pas comment ça a été fait, techniquement. Et effectivement, vous venez de le mentionner, mais les mystères sont énormes concernant sa fonction. Et on trouve encore des galeries, finalement, inexplicables, quoi. Et on trouve aussi, surtout, quelque chose qui va finir par devenir un style. C'est une signature, c'est l'absence de signature, c'est l'absence d'écriture, c'est l'absence de décoration. Dans tous les temples égyptiens où on va, les murs sont couverts de hiéroglyphes. Ça devait être peint à l'origine, en plus, c'était peint, pour la plupart, ça devait être très beau. Il n'y a pas 1 centimètre carré qui n'est pas recouvert d'une décoration. Il y a des statues, il y a toutes sortes de choses. Quand on va sur le site de Gizeh, c'est la seule statue qu'on ait, c'est le Sphinx. C'était très, très, très austère. La Grande Pyramide, il n'y a rien, il n'y a aucune décoration, il n'y a pas de hiéroglyphes, il n'y a rien du tout. Et très peu d'indications sur finalement même qui l'a construit. Oui, il y a derrière la porte des toilettes un cartouche à l'encre rouge écrit Khéops. Voilà, moi ça me fait penser à l'inscription Omar m'a tué. Maintenant, on n'a pas eu la chance de pouvoir analyser les pigments pour savoir de quand ça date. C'est-à-dire que le site est très difficilement accessible aujourd'hui. Ah ouais, puis alors là, puis en plus à des gens comme nous. Alors déjà, c'est difficile pour les non-égyptiens et ça va l'être de plus en plus parce que Zahi Hawass a annoncé la couleur. Hein, il a dit les prochaines découvertes seront faites par des égyptologues égyptiens. Zahi Hawass qui est donc ce patron des antiquités. Des antiquités, qui est là depuis 30 ans, qui est indéboulonnable. Donc, ça risque pas d'aller dans le bon sens. Je sais qu'avec le Musée de l'Homme, avec Éric Gontier, le géologue, il y avait beaucoup de demandes qui avaient été faites pour obtenir des permis d'études, qui n'étaient même pas des fouilles ou des destructions. Enfin, c'était pas des choses qui étaient destructives. Ils n'ont jamais eu de réponse, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on peut avoir des autorisations pour aller filmer qui coûtent très cher, parce qu'on considère que la télé, la BBC est capable de payer plusieurs millions d'euros pour être sur place, privatiser le site et faire des images au bon moment et tout. Mais avoir une autorisation pour faire un prélèvement du pigment, et si on le fait en clandestin, ce que nous, on ne ferait pas par respect, puisque c'est quand même patrimoine de l'humanité, parce que je dis ça parce que ça a été fait par d'autres, des étudiants allemands qui ont fait ça. Qui sont maintenant bannis à vie de l'Égypte, ils ne pourront plus jamais y revenir, et qui ont annoncé des résultats qui ont été démentis par l'Égypte. Je ne sais plus ce qu'ils avaient dit, c'était 20 000 ans, ça paraissait peu probable aussi, mais on attendait à ce moment-là que le gouvernement égyptien fasse les analyses. Fasse lui-même une étude. Oui, et puis nous disent, une fois pour toutes, on a fait des datations, voilà les résultats, c'est ça, c'est publié, voilà la publication scientifique, c'est sûr. Donc là, d'un côté, on nous dit, quand on dit, mais c'est bizarre, il n'y a aucun hiéroglyphe dans la chambre haute, il n'y a aucun texte écrit, alors que c'est quand même la demeure d'un roi, c'est la demeure pour l'éternité. Et on nous dit, non, mais dans les premières dynasties, en fait, on n'employait pas les hiéroglyphes. Ce qui n'est pas vrai, puisqu'on sait qu'on employait des hiéroglyphes. Et de l'autre côté, alors que les hiéroglyphes, c'est un langage, c'est une langue sacrée. C'est ce que ça veut dire hiérogamos. C'était réservé aux scribes et tout le monde ne comprenait pas les hiéroglyphes. Et c'était vraiment réservé à une caste. Et donc là, on nous dit non, parce que on n'utilisait pas les hiéroglyphes, langage sacré, on n'en avait pas ou on ne voulait pas en mettre à l'intérieur. Et il se trouve que sur un bloc de roche qui est, comme je disais, pour plaisanter, derrière la porte des toilettes, c'est-à-dire dans une chambre de décharge au-dessus,
Sur un bloc, là, un carrier va utiliser une écriture sacrée pour marquer Khéops, comme s'il fallait se souvenir, ah oui, celle-là c'est Khéops, c'est la grande pyramide. Enfin, bon. Il n'y a pas 2 millions de pierres qui sont écrites comme ça pour savoir. Ou alors ça veut dire que les types fabriquaient des millions et des millions de blocs de pierre et il fallait surtout pas se tromper. Ça c'était la pyramide de Khéops, ça c'est la pyramide de Snéfrou, ça c'est... Donc je divague, mais ces questions-là, de ce style complètement différent, dépourvu de décoration et donnant l'air d'avoir été fait davantage par des ingénieurs que par des artisans, ça commence à devenir au bout d'un moment une signature.